Veuillez quitter votre siège immédiatement. Vous mettez les autres passagers mal à l'aise. » Ces mots résonnent fort et clairs, se propageant sur les parois brillantes de la cabine du vol 227 de la compagnie Mesa Airlines. Cette voix appartient à Catherine Ward, la chef de cabine, en uniforme impeccable, posture parfaite et ton qui ne laisse place à aucune discussion. Son regard est fixé sur un seul passager, un garçon noir de 11 ans, assis calmement au siège 2A. Il n'a rien fait de mal, il n'est ni bruyant, ni désordonné, ni même gêné. Il est simplement assis droit, les mains croisées sur les genoux, regardant par le hublot pendant que les autres passagers montent à bord. Mais pour Catherine, c'est déjà suffisant. Avant de plonger dans cette histoire puissante, tout regardez-vous. Laissez un commentaire ci-dessous. Et pendant que vous êtes là, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de liker cette vidéo. Des histoires comme celle-ci méritent qu'on les écoute. Maintenant, revenons à l'histoire. Le garçon s'appelle Malik Johnson, 11 ans. Chemise boutonnée, pull bleu marine, pantalon gris foncé et chaussures noires bien cirées. Pas un pli sur lui. Son sac à dos en cuir avec son nom brodé est rangé proprement sous son siège. Malik a déjà pris l'avion des dizaines de fois, mais c'est la première fois qu'il voyage seul. Il tient dans sa main un billet en première classe, acheté par son père, David Johnson, PDG et fondateur de Johnson Aeroch, un grand partenaire conseil de Mesa Airlines. Mais Malik n'en parle jamais. Il n'a pas besoin de le faire. Il se contente de dire calmement « Ce siège est le mien. » Je ne demande pas, je dis juste la vérité. Catherine cligne des yeux, légèrement surprise par le calme du garçon. « Oh mon chéri, dit-elle d'un ton faussement inquiet, c'est la première classe. Vous devez vous être trompé. » Son sourire n'atteint pas ses yeux. Bloque le passage avec une autorité qui veut dire « J'ai raison, vous ne le savez juste pas encore. » Malik ne bronche pas. Il glisse la main dans sa veste et sort sa carte d'embarquement. Il la lève bien haut et clairement, vol 227 de Mesa Airlines, siège 2A. Vous voulez que je la scanne à nouveau? Catherine ne prend pas le billet. Au lieu de ça, elle croise les bras. La politique exige que tous les mineurs soient assis au rangé avant s'ils voyagent seuls, dit-elle en jetant un coup d'œil au siège, comme si Malik était venu là en cachette. Nous allons vous trouver une place en classe économique. Suivez-moi. La voix de Malik reste posée. Ce n'est pas ce que le personnel au check-in nous a dit. Mon père a appelé à l'avance et confirmé tout avec le comptoir VIP de Mesa. J'ai la permission de m'asseoir ici. Le visage de Catherine se durcit. Monsieur, je ne discute pas avec un enfant. Je vous demande de ranger vos affaires. Quelques passagers proches commencent à regarder. Une femme latina d'âge moyen au siège 2C, Madame Linda Perez, se penche un peu et murmure. « Pourquoi vous le faites partir ? Il n'a rien fait de mal. » Catherine l'ignore. Malik reste assis tranquillement. Puis, une sonnerie de téléphone retentit. Catherine frappe doucement son casque. « Nous avons besoin d'un agent à la porte de la première classe. Il y a un enfant sur le mauvais siège. Peut-être même dans la mauvaise zone. » Quelques minutes plus tard, une jeune agente au sol monte la passerelle. Nové, son badge indique Tama Jones. Elle a l'air d'avoir moins de 25 ans. Elle s'arrête en voyant Malik et le reconnaît immédiatement. Ses yeux s'ouvrent un peu, mais son visage reste calme. « Laissez-moi scanner votre carte d'embarquement, madame, dit-elle. » Malik la lui tend sans un mot. Elle la scanne. Confirmé, siège 2A, priorité Mesa Airlines. Tamika hoche la tête. Il est bien à sa place. Catherine pince les lèvres. Pourtant, les mineurs non accompagnés ne sont généralement pas autorisés à s'asseoir devant. Tama l'interrompt doucement. Son dossier contient une autorisation spéciale du département des opérations. Elle a été approuvée. Madame Pérez intervient à nouveau, cette fois plus fort. Alors pourquoi le déplace-t-on ? Silence. À ce moment, un homme grand en costume d'affaires et un officier de police entrent par la porte principale d'embarquement. Jason Miller, officier adjoint. Que se passe-t-il ici ? Demande-t-il, jetant un coup d'œil à Malik, puis à Catherine. Elle lui fait un résumé rapide, parlant d'un malentendu, puis dit froidement « On va le déplacer en classe économique. On ne veut pas de perturbations avant le décollage. » Tama a l'air sonné.
Monsieur, il a été acquitté. Jason lève la main. On réglera ça plus tard. Pour l'instant, aidez-le à se relever. Malik ne pleure pas. Il ne crie pas. Il se lève lentement, ramasse son sac à dos et jette un dernier regard à son siège. Puis, il se tourne vers Catherine et dit doucement « J'espère que vous réalisez ce que vous venez de faire. » Sur ces mots, il quitte la première classe, non escorté par la gentillesse mais par la politique, déformé par les préjugés. Il le place près de l'arrière de l'avion, à côté de la sortie de secours, un siège habituellement réservé aux adultes. Il ne proteste pas. S'assoit simplement, le dos droit, les yeux fixant le panneau de la ceinture de sécurité au-dessus. Un homme assis, en face, le fixe intensément. Un jeune couple chuchote, mais Malik ne les regarde pas. Il sort son téléphone, l'allume et compose un numéro. La sonnerie retentit une fois, puis deux. Puis il dit « Papa, ça recommence !» Le bruit de l'avion est faible alors que Malik est seul, recroquevillé dans un coin près de la sortie de secours, loin du luxe du siège 2A, loin du confort que son père avait soigneusement organisé pour lui. L'atmosphère autour de lui devient plus lourde, comme si la dignité était peu à peu aspirée de la cabine. Mais le garçon ne baisse pas la tête. Il ne fait pas la moue. Il est assis droit, le dos bien droit, les mains posées calmement sur ses genoux, exactement comme on lui a appris. De l'autre côté de l'allée, les passagers échangent des regards perplexes, ne sachant pas s'ils viennent d'être témoins d'une erreur ou de quelque chose de plus intentionnel. Tama Jones, jeune employé noir au sol, qui avait scanné la carte d'embarquement de Malik quelques minutes plus tôt, reste près de la cuisine avant, jetant un coup d'œil vers Malik. Tout est enregistré. Elle fronce les sourcils en tapant sur sa tablette. Tout est vérifié dans le système. Malik Johnson, première classe, est bien enregistré. Le veto du directeur général a été enregistré. Il n'y a aucune raison de le déplacer. Rien n'a de sens, en théorie. Elle peut le sentir. Cette sensation lente et désagréable dans le ventre, ce genre d'émotion qu'on a seulement quand quelque chose ne va vraiment pas. C'est vraiment injuste. Elle retourne sur la passerelle et sort son téléphone. Sa voix est basse mais assurée. « Oui, bonjour, ici Tamika à la porte 32. Je pense que vous devriez prévenir le service VIP. » Le fils de David Johnson vient d'être tiré de son siège en première classe. Puis elle raccroche. Pas de panique, pas de drame. Juste la vérité, transmise calmement, comme Malik s'est doucement remis dans l'avion. Catherine se tient dans l'allée, souriant largement comme si de rien n'était. Elle se penche pour ajuster sa ceinture à la 3e rangée, ignorant soigneusement les chuchotements inquiets derrière elle. « Il ira bien !» dit-elle, sans vraiment s'adresser à quelqu'un en particulier. Les enfants sont résistants, mais tout le monde ne partage pas son avis. Au siège 2C, Linda Perez, passagère latina qui avait parlé plus tôt, est assise les bras croisés, les yeux plissés d'incrédulité. « Ce gamin a un billet payant !» murmure-t-elle à l'homme à côté d'elle. « Un billet en première classe ?» Je l'ai vu. « Tu me fiches de ce qu'ils disent. Ce n'est pas la politique. C'est autre chose. » Pendant ce temps, près de l'arrière de l'avion, Malik reste immobile, mais ses pensées sont ailleurs. Elle tourne doucement, nette, régulière et très familière. C'est pas la première fois. Un an plus tôt, sur une autre compagnie, en voyage avec sa mère, un incident similaire s'était produit. Un regard suspicieux, un commentaire chuchoté, un réarrangement pour des raisons de sécurité à l'époque. Il avait pleuré à l'atterrissage, mais cette fois, non. Maintenant, il a 11 ans et comprend exactement ce qui s'est passé. Mon père disait « Ne crie jamais sur papa », murmure-t-il seul, les yeux fixant le bouton d'appel au-dessus du siège. Dis la vérité. À l'avant de l'avion, le copilote Jason Miller reste près du cockpit, bras croisés, l'air indifférent. Quand Tamika revient, lui parler avec un ton très professionnel, il ne quitte même pas sa liste de passagers des yeux. « On a reçu l'autorisation de fermer la cabine, dit-il. »« Allons-y avec ça, monsieur, » répondit Tamika prudemment. « David Johnson fait partie de la liste VIP des Mesa Airlines. Il est aussi conseiller externe en exploitation. Mon fils se fait mal repositionner. » Jason l'interrompt d'un geste de la main. « Et il est encore petit, il aura un autre siège. On ne va pas retarder ce vol à cause d'une histoire de siège. »
Tamika ne réplique pas, mais ne s'en va pas non plus. Elle reste immobile un instant, laissant le silence parler. Puis elle se retourne et se dirige droit vers le comptoir à l'accueil. Pendant ce temps, le téléphone de Malik vibre doucement dans sa paume. Un nouveau message. SMS. En route. Bouge pas. 5 mots seulement, mais qui résonnent comme un tonnerre calme. Malik ne sourit pas, mais ses yeux clignent plus lentement, pour la première fois depuis qu'il s'est assis. En première classe, George Whitmore, un homme blanc bien habillé de plus de 60 ans, lève les yeux de son journal. Il est resté silencieux tout ce temps, observant et attentif. Son père lui avait appris à faire ça. Et au fil des années, dans les airs, il a vu toutes sortes de passagers en première classe. Mais c'est la première fois qu'il voit un enfant aussi bien habillé et calme se faire exclure sans raison. Il n'a toujours rien dit, mais quelque chose en lui a changé, remettant en question ses souvenirs d'avoir trop souvent choisi le silence du mauvais côté. Il se dit que le favoritisme n'est pas toujours brillant. Près de l'entrée du jet bridge, une agitation commence. La porte vitrée s'ouvre et un grand homme en costume gris charbon entre. Pas de cravate, juste des traits marqués et un badge accroché à sa veste. David Johnson, PDG de Johnson Aerotech. Mais ici, il n'est pas juste le patron d'une entreprise milliardaire, c'est aussi un père. Et son fils vient de l'appeler. Tamika le repère en premier et agit rapidement. Monsieur Johnson, murmure-t-elle. La carte d'embarquement de votre fils est toujours valide. Nous l'avons scanné. Il est en classe 2A. Je ne comprends pas pourquoi on l'a déplacé. David acquiesce. Vous avez fait votre part. Merci. Sa voix est calme, maîtrisée, mais on devine une fermeté intérieure sans appel. Il passe le comptoir d'enregistrement et se dirige vers le jet bridge. 2 cadres du service client de Mesa le suivent en essayant de le rattraper. « Monsieur, nous gérons la situation. »« Vous n'étiez pas là ?» répond David. « Maintenant, vous allez retourner en cabine. » Malik lève les yeux de son siège et aperçoit cette silhouette familière à l'entrée. Sa posture ne change pas. Mais quelque chose dans sa poitrine s'apaise. Son père est arrivé. Pas en criant, pas avec un avocat, juste par sa présence. Et ainsi, l'histoire ne porte plus seulement sur un garçon et un siège. C'est quelque chose de bien plus grand. Quelque chose est sur le point de changer l'équilibre entre silence et responsabilité dans l'air. Le moteur du vol 227 de Mesa Airlines n'a même pas encore démarré, mais quelque chose de plus profond a déjà décollé. Un changement d'énergie, doux mais puissant, qui se répand dans la cabine comme une basse pression avant la tempête. Malik est assis seul à l'arrière près de la sortie de secours, loin des larges fauteuils en cuir, des couvertures chaudes et des boissons gazeuses de la première classe. Il n'est pas nerveux, il ne s'appuie pas contre le hublot, il reste... Vous pourriez le confondre avec du calme. Mais à l'intérieur, il n'y a aucune paix. Le contrôle. Ce silence qui survient quand la dignité est blessée, mais dont la fierté ne laisse rien paraître. Son téléphone est posé face contre sur ses genoux. Le dernier message de David brille encore à travers la vitre. En route, puis un... Ne bouge pas. Malik n'a pas encore répondu. Il sait que son père comprend le poids du silence. Le genre de personne qui parle plus fort que tout, qui crie à travers un ordinateur. Les agents de bord passent devant lui comme s'il n'existait pas. Catherine se tient dans la cuisine à l'avant, discutant avec un autre serveur et riant doucement d'un passager qui a demandé de l'eau gazeuse avec du citron au lieu de citron vert, comme si de rien n'était, comme si déplacer un enfant, un passager en première classe payant, n'était qu'une simple formalité, pas une erreur. À l'arrière, un enfant pleure parce qu'un jouet est tombé. Quelqu'un a appuyé sur le bouton pour demander une autre plume. La vie continue. Mais Malik reste replié dans ce coin tranquille. Pas comme un enfant boudeur, mais comme quelqu'un qui se remémore et repense. Car Malik n'est pas une brume lointaine. C'est vivant. L'année dernière, de Chicago à Miami, il voyageait avec sa mère, la docteure Alicia Johnson, chirurgienne, pour rendre visite à sa grand-mère. Ils étaient bien habillés, tous les deux, avec des bagages à main identiques et des sièges réservés séparément.
Elle avait réservé en Confort Plus, mais le personnel de porte les a surpris en les surclassant. 2 places en première classe, sans frais supplémentaires. Il a remercié pour le vol. Fréquent. Ils étaient ravis. Mais 30 minutes après l'embarquement, une autre hôtesse s'approche, regarde sa mère et demande « Vous êtes sûr que c'est votre siège ?» C'est exactement cette formulation. « Vous êtes sûr ?» Comme si elle ne pourrait pas avoir raison. Alicia a présenté son passeport, souriant poliment, mais la femme insistait, pensant qu'il s'était trompé. Un autre serveur est venu l'aider. Il a fallu 5 minutes, 2 scans et des excuses avant qu'il ne soit autorisé à rester. Mais quelque chose en sa mère s'est fané ce jour-là. Et après l'atterrissage, elle lui a murmuré à l'arrière du taxi. « La prochaine fois, on réservera avec le compte de ton père. » Malik se souvient avoir pensé « Est-ce que ça a vraiment de l'importance ?» Il n'a jamais eu de réponse. Mais maintenant, assis seul dans la cabine arrière, il sent une douleur aiguë revenir. Ce n'est pas la blessure précise, mais la cicatrice qu'on gratte à nouveau. Malik regarde ses chaussures. Elle brille toujours. Bien l'a fait. Il ne bouge toujours pas. Il ne pleure pas. Il n'a même pas respiré fort. Mais il sent comment les gens le regardent, comment l'homme en face le fixe en passant, curieux mais indifférent, comment un adolescent derrière lui sourit, et surtout comment la voix de Catherine s'aiguise dès qu'elle le voit en rangée de 2A. Elle ne demande pas à avoir une pièce d'identité. Elle n'a rien scanné elle-même. Elle décide, et décide fort, et personne ne l'arrête jusqu'à présent car l'escalier vers la passerelle approche. 15 minutes se sont écoulées depuis cet appel. 15 minutes de silence. 15 minutes, une présence a déplacé la porte. Les passagers se tournent subtilement. Certains se penchent dans l'allée. Linda Perez, toujours assise en 2C, serre un peu plus son écharpe. George Whitmore lève les yeux de sa tablette. Au début, c'était juste une silhouette grande et imposante. Un homme en costume sombre, parfaitement taillé, David Johnson, PDG de... Ironiquement, c'était eux qui venaient de franchir la porte de leur propre maison. David ne marche pas d'un pas lourd. Il ne se met pas en colère. Il avance avec détermination, avec calme, d'une démarche qui fait redresser tout le monde sans qu'il sache pourquoi. Catherine le voit entrer en première classe. Sa voix se bloque dans sa gorge. « Monsieur, vous ne toulez pas !» Il lève juste la main, puis met la main dans sa poche intérieure, sort calmement une carte d'identité plastifiée et l'attend. David Johnson, partenaire de Mesa Airlines, responsable des opérations. Je dois voir l'équipage immédiatement. Pas de tri, pas de tension sur son visage, mais le calme dans ses yeux en disait long. Catherine serre les dents. Nous ne savions pas qui il était. David la coupe d'un clin d'œil lent. Vous ne connaissez pas son père, mais vous savez à quoi il ressemble et ça vous suffit. Le capitaine Reynolds, le pilote, sort du cockpit. C'est un homme calme dans la 50aine, expérimenté et rarement ébranlé. « Monsieur Johnson, dit-il prudemment, je n'ai pas été informé. »« Je ne suis pas ici pour m'excuser, répondit David, sa voix restait posée. Je suis ici pour mon fils et pour la vérité. » Juste à ce moment, Malik se leva de son siège à l'arrière. Il ne se précipita pas. Il ne fit pas de scène. Il se contenta de prendre son sac à dos, marcha silencieusement dans l'allée et s'arrêta devant son père. Ils restèrent là un moment, se regardant dans les yeux. Pas un mot. Puis Malik demanda, plus clairement que jamais, « Est-ce qu'on va réparer cette erreur ?» David ne répondit pas tout de suite. Il se tourna vers l'équipage, les cadres qui l'avaient suivi à bord, puis revint vers Catherine et Jason, dont le silence semblait à présent moins professionnel et plus évident. Finalement, David baissa les yeux vers son fils et dit d'une voix calme mais ferme, « Nous ne faisons pas que réparer, nous remettons les compteurs à zéro. » Et avec ces mots, la cabane en bois n'était plus simplement une cabane en bois. Cet endroit devint une salle d'audience où la justice allait s'appliquer silencieusement, radicalement, sous les yeux de tous ceux qui pensaient pouvoir s'en sortir en confondant couleur de peau et statut. On pouvait sentir la tension changer dès que David Johnson entra dans la cabine. Pas par le bruit, pas par le drame, mais par une présence lourde, indéniable, que seules certaines personnes savent porter.
Ce n'était pas seulement son costume ou le badge de directeur bien attaché au revers de sa veste, c'était sa manière de bouger, prudente, posée, comme un homme qui n'a pas besoin de hausser la voix pour se faire entendre. Plusieurs passagers qui le reconnurent se redressèrent. D'autres sentirent juste que quelque chose avait changé, comme si l'air avait été modifié. Catherine Ward, qui venait d'expulser un garçon de 11 ans du siège 2A, se tenait maintenant près de la cuisine, un sourire furtif flottant, incertaine de devoir se préparer à la défense ou utiliser son charme pour détourner l'attention. « Monsieur, nous ne savions pas que Malik était là », commença-t-elle, la voix plus douce, presque agréable. Mais David ne daigna même pas lui jeter un regard. À la place, il se tourna vers son fils, qui venait de s'avancer dans l'allée depuis son siège temporaire, près de la sortie de secours. Père et fils restèrent silencieux, à quelques pas l'un de l'autre. Malik ne pleurait pas, ne se plaignait pas. Il regarda son père avec des yeux à la fois fiers et un peu perplexes. « J'ai bien fait. J'ai bien géré. » David hocha légèrement la tête, puis posa sa main sur l'épaule de Malik. « Tu as fait ce que je t'ai appris, dit-il calmement. Maintenant, finissons ça comme il faut. » Puis il se retourna. « Capitaine Reynolds, dit-il, son regard se posant sur le pilote qui venait de sortir du cockpit avec l'hésitation de quelqu'un qui n'a pas été pleinement informé mais qui sait très bien que quelque chose cloche. « Je demande un arrêt du décollage. Ce vol ne sera pas retardé tant que nous n'aurons pas réglé un incident très grave concernant le changement de siège en première classe et une possible discrimination. » Le capitaine Reynolds, un vétéran aux cheveux poivre et sel et à l'allure habituée à gérer le chaos, leva légèrement la main. « Monsieur Johnson, je n'étais au courant d'aucun problème jusqu'à maintenant. » « Si vous me permettez un instant. » David haussa un sourcil. « Votre équipage a retiré un enfant d'un siège confirmé en première classe. » « Pas n'importe quel enfant, mais le mien. » « Et pas n'importe quel siège. Un siège payé, confirmé et réservé via votre département VIP. Vous n'avez pas besoin de savoir que c'est mon fils. » Mais quelqu'un aurait dû intervenir dès qu'on l'a interrogé. Au lieu de ça a été escaladé publiquement et sans raison. Jason Miller, Le copilote appuyé contre le cadre de la porte du cockpit s'avança. « Monsieur, si vous permettez, je vous prie de ne pas faire ça. » David l'interrompit. Toujours calme, mais ferme. « C'est vous qui avez dit au personnel à la porte, et je cite, « Faites asseoir cet enfant ailleurs. » j'ai une vidéo. La bouche de Jason s'ouvrit légèrement, comme s'il cherchait une excuse, mais aucun mot ne sortit. Catherine intervint à nouveau, essayant d'apaiser la situation. « Monsieur Johnson, nous suivons la procédure standard quand les enfants voyagent seuls. »« Ne le faites pas, » murmura David. « Ne vous cachez pas derrière une politique. Le problème n'est pas la procédure. Le problème, c'est la perception. Vous voyez un enfant noir en première classe et vous pensez qu'il n'a pas sa place ici. C'est pas une erreur de politique. C'est un jugement personnel. Et il est faux. » Un silence s'installe. Puis une voix s'élève derrière David. « Je l'ai vu aussi, » dit Linda Perez, assise en 2C. Elle regarde autour de la cabine comme si elle avait enfin décidé qu'il était temps. Ce garçon a montré son billet clairement, poliment. Elle n'a même pas regardé le billet, elle a juste tapé le service. Et aucun de nous ne l'a arrêté. Nous avons été témoins de ce qui s'est passé. Le visage de Catherine devient rouge, mais elle ne dit rien. Puis soudainement une autre voix intervient. George Whitmore, un homme blanc âgé assis sur un âne, qui était silencieux jusqu'ici, pose sa tablette, se lève lentement et dit d'une voix calme, comme quelqu'un qui a passé des décennies à regarder en arrière. « Je l'ai jugé, avoue-t-il. Maintenant, tous les regards se tournent vers Malik. J'ai levé les yeux et vu un garçon assis seul en première classe, et j'ai pensé « Peut-être qu'il est au mauvais siège ?» Je n'ai pas dit, mais j'ai pensé ça. Et je me suis trompée. Le problème n'est pas seulement politique, c'est la façon dont on perçoit les gens. David hoche doucement la tête, reconnaissant son honnêteté. Puis il se tourne vers l'équipage. « Vous avez deux choix, » dit-il clairement. « Vous pouvez continuer ce vol après avoir officiellement présenté des excuses à mon fils et l'avoir replacé à son siège, ou vous pouvez expliquer à vos supérieurs et au public pourquoi Mesa Airlines permet à un billet implicite de primer sur un droit de montée confirmé.
Le visage de Jason blanchit à ce moment. Catherine regarde vers le sol. Personne ne bouge. David se tourne vers Tamika Jones, qui est entrée discrètement dans la cabine arrière. « Tama, dit-il, peux-tu accompagner Malik jusqu'en 2A ?» Elle sourit, juste un peu, puis s'avance dans l'allée. « Bien sûr, monsieur Johnson. » Malik n'attend pas d'aide. Il avance seul, regarde Catherine droit dans les yeux, pas avec colère, mais avec la même force silencieuse que son père, et retourne à son siège 2A comme s'il ne l'avait jamais quitté. Quelques passagers applaudissent. Pas beaucoup, mais assez pour marquer un point. Quand Malik s'assoit, David regarde une dernière fois l'équipage. Le biais n'est pas toujours évident, dit-il. Parfois, il murmure derrière un sourire. Parfois, il est caché dans une politique, mais mon fils l'a entendu, et moi aussi. Puis, il prend une profonde inspiration, regardant. Le capitaine Reynolds déclare fermement « Cet avion ne décollera pas tant que les personnes qui ne sont pas dans leurs droits ne seront pas descendues. » Pendant un instant, la cabine du vol 227 de Mesa Airlines ressemble à une salle d'audience suspendue dans les airs, bien que l'avion n'ait pas bougé d'un pouce de la porte d'embarquement. Dehors, la piste scintille sous la chaleur de juillet, mais à l'intérieur, c'est froid, tendu. Maintenant, tous les passagers savent qu'ils ont été témoins de quelque chose de plus qu'une simple erreur de siège. C'est un calcul. David Johnson se tient devant la cabine première classe, non pas en PDG exhibant ses diplômes, mais en père avec une détermination silencieuse qui a changé toute la pièce. Son fils, Malik, est maintenant assis à nouveau en 2A, sans besoin de protection. Le garçon a besoin de la vérité, et son père la transmet. Mot pour mot, le capitaine Reynolds éclaircit la gorge, s'avance. « Monsieur Johnson, je comprends vos préoccupations, mais je propose que nous calmons cette affaire avec un rapport officiel déposé après le décollage. » David se tourne vers lui, calme, incisif. « Non, nous ne décollerons pas tant que l'équipage sera responsable de cet acte. » Vous voulez que je dépose un rapport plus tard, pendant que Catherine sert du champagne ici et fait comme si de rien n'était? Je ne pense pas. Jason Miller, le copilote, s'avance. La voix basse, mais défensive. Ce n'est pas une affaire personnelle. Nous n'avions pas l'intention de faire du mal. David le fixe. C'est justement le problème. Vous avez rendu ça personnel dès que vous avez vu sa couleur de peau. Et ne confondez pas intention et impact. Le problème n'est pas que vous vouliez faire du mal. Le problème, c'est que vous en avez causé. Jason expire lentement. Son visage trahit sa perte de calme. Je comprends ce que dit la chef de cabine. Elle dit que c'est une question de politique. Non, dit David. Elle dit que c'est une question de politique et vous l'avez cru sans vérifier. Ce n'est pas une procédure, c'est de la complicité. Le silence qui suit est brisé non pas par un membre de l'équipage, mais par un passager. Linda Perez, assise fermement au siège de C, se lève, d'une voix claire et fière. Il a raison, j'ai tout vu. Ce garçon était calme, poli et bien préparé. Il a même demandé à la dame de lui rescanner sa carte d'embarquement. Catherine n'a même pas daigné lever les yeux. Elle lui a juste dit d'y aller. Sa voix s'est légèrement brisée, mais elle a continué et tout le monde l'a laissé parler. Je n'ai pas parlé assez fort quand il le fallait, mais maintenant je parle. David acquiesce doucement. Merci. Et puis l'équipage, ajoute-t-il. Elle ne savait pas qui était Malik. Et c'est là tout le problème. Aucun enfant ne devrait être jugé par son titre, son nom ou son badge pour mériter le respect humain de base. À ce moment-là, George Whitmore, un homme blanc plus âgé assis en 1A, se lève, cette fois avec une voix plus assurée. « Vous savez, je vole pour Mesa depuis plus de 20 ans. J'ai vu le bon comme le mauvais. Je me suis déjà assis à ce même endroit un matin de Noël. Mais j'ai aussi vu combien des jeunes comme ce garçon étaient jugés trop vite, pas par leurs actes, mais juste par leur présence. » Il marque une pause, se tournant vers Catherine et Jason. « Aujourd'hui, j'ai vu un enfant se faire déshumaniser devant une cabine pleine d'adultes sans un mot. Et je n'ai rien dit. »« C'est ma faute !» Il regarde David. « Je l'ai aussi jugé. Et je me suis trompée. Merci de nous le rappeler. » Catherine bouge mal à l'aise, croise les bras. « Écoutez, je ne voulais offenser personne,
Je fais ce métier depuis 18 ans. Je fais confiance à mon instinct. David plisse les yeux. L'instinct ne justifie pas la justice. L'expérience devrait vous rendre plus prudent, pas plus négligent. Jason recule, visiblement tremblant. Le capitaine Reynolds souffle lentement. Que nous demandez-vous ? David ne tergiverse pas. Je demande à Mesa Airlines de retirer Catherine Ward et Jason Miller de ce vol. Avec effet immédiat. Ils n'ont pas les qualifications pour voler. Pas avec mon fils. Pas avec aucun passager qui a suivi cette situation. Il se tourne vers les passagers. Y a-t-il quelqu'un ici qui s'oppose à cette demande ? Personne ne lève la main. En fait, quelques-uns hochent la tête. L'atmosphère a complètement changé. Il n'y a plus ce silence gêné. C'est un soutien silencieux mais sincère. Tama Jones sort de la cuisine. Nous avons 2 membres d'équipage de garde à la porte 30. Ils peuvent embarquer dans 10 minutes. Le capitaine Reynolds s'arrête, puis hoche lentement la tête. Compris. Je prendrai la décision. Catherine fait la moue. Pourquoi me renvoyez-vous du vol ? Une erreur ? David se tourne vers elle une dernière fois. Non, pas une erreur, un mauvais jugement. Et mon fils s'en souviendra toute sa vie. Il mérite mieux. Et maintenant, tous les passagers derrière lui aussi. Pendant que Catherine et Jason rangent leurs affaires et sont escortés hors de l'avion par un autre superviseur, il n'y a ni applaudissements, ni critique publique, juste un silence. Ce silence qui arrive quand la vérité frappe trop fort pour être répétée. Malik reste assis, les regardant partir en silence. Il ne sourit pas, il ne gibile pas. Il murmure simplement « Je ne suis pas en colère, mais je me souviens de tout. » David s'approche de son fils, s'agenouille doucement à côté de lui et demande « Tu veux que je reste dans l'avion ?» Malik lève les yeux et répond « Je vais bien, papa. Fais ce que tu dois faire. » David sourit. « Tu as déjà fait ce que je t'ai appris. » Puis se tourne vers les dirigeants de Mesa Airlines qui sont entrés dans la cabine après avoir tout vu depuis la porte. « Ce n'est pas seulement l'affaire de mon fils. C'est l'affaire de tous les passagers que vous avez mal jugés. C'est une question de confiance, de silence, de savoir si Mesa Airlines veut juste faire voler des avions ou établir une norme pour le ciel. » Il hoche lentement la tête, sans un mot. L'un prend des notes sur son téléphone, un autre murmure quelque chose dans son casque. Pendant ce temps, Linda Pérez tend la main à travers l'allée et donne à Malik un petit papier soigneusement plié. Elle y a écrit d'une belle écriture cursive « Merci d'être resté droit, même quand les adultes s'étaient assis. » Et derrière elle, George Whitmore murmure « La dignité se propage, mon garçon. Ne laisse pas le monde te l'enlever. » L'avion reste immobile quelques minutes de plus, mais quelque chose de beaucoup plus grand a décollé. Il n'a pas fallu longtemps pour que la porte se rouvre. Quelques minutes après l'appel du commandant Reynolds, 2 nouveaux membres d'équipage, une hôtesse de l'air et un copilote de permanence, sont arrivés à la porte 32. Ils étaient très concentrés et silencieux, conscients qu'ils allaient intervenir dans quelque chose de bien plus subtil qu'un simple changement de personnel. Quand Catherine Ward et Jason Miller furent officiellement retirés de la liste des passagers, la porte de la cabine restait ouverte. Non pas par retard, mais parce que Mesa Airlines, qu'ils le sachent ou non, écrivait un nouveau chapitre sur le traitement des passagers. Et au cœur de ce changement se trouvait un garçon de 11 ans, les bras croisés, le dos droit, le regard calme, comme toujours. Malik ne jubilait pas. Il ne souriait même pas. Lorsque la nouvelle hôtesse, une femme douce nommée Denise Meyers, entra dans la cabine première classe et s'approcha de lui, elle se pencha légèrement et dit « Monsieur ?» « Monsieur Malik, nous sommes honorés de vous accueillir à nouveau là où vous appartenez. » Malik la regarda droit dans les yeux et hocha la tête. « Merci, » répondit-il doucement. « Je vais bien. » Autour de lui, les passagers se turent. Pas par indifférence, mais par respect. Il venait d'assister à quelque chose qu'il n'oublierait jamais. Pas une crise de colère, pas un moment viral, mais une dignité, forgée, persévérante et totalement authentique. David Johnson resta quelques minutes de plus à bord
debout devant, pendant que les 2 nouveaux membres d'équipage prenaient place. Il se tourna vers les dirigeants de Mesa Airlines, qui étaient maintenant entrés dans la cabine, entourés de leur directeur des opérations passagers. « La conversation n'est pas terminée, » leur dit David, toujours calme mais ferme. « Quand la dignité de mon fils est ainsi bafouée, qu'est-ce que ça dit de votre équipage ?»« De votre système. » Le directeur exécutif, un homme d'âge moyen portant des lunettes et le visage rouge, hocha la tête. « Monsieur Johnson, nous comprenons. Nous allons procéder à un examen complet et nous vous sommes reconnaissants d'avoir géré cette situation. » David leva légèrement la main. « Ne me remerciez pas d'avoir fait ce que ferait n'importe quel père. » Merci à Malik de ne pas avoir perdu sa voix quand la sienne l'a abandonné. Puis, juste avant de descendre de l'avion, David se tourna vers les passagers et dit, non pas avec un discours ni du drame, mais simplement « On ne peut pas avancer si on reste coincé là où on pense que les gens appartiennent. » Et il partit. La porte de la cabine se referma derrière lui. Ce n'était pas le départ d'un PDG, c'était le départ silencieux d'un homme qui savait que son vrai travail commencerait dès que les roues quitteraient le sol. De retour en 2A, Malik était assis avec un verre d'eau et un petit biscuit que la nouvelle hôtesse lui avait apporté. Pas un pot de vin, pas un spectacle, juste de la gentillesse, de la vraie gentillesse. Linda Perez, penchée vers lui depuis le siège 2C, lui dit doucement « Si j'avais eu la moitié de votre grâce à votre âge, ma vie aurait été bien différente. » Malik sourit doucement. « Mon père dit que la grâce, ce n'est pas de tout lâcher. C'est de savoir les porter, non ?» Linda rit doucement. « Il vous a bien élevé. » Au premier rang, George Whitmore était assis, les bras croisés, jetant de temps en temps un coup d'œil à Malik. Après quelques minutes, il se leva, se retourna et s'assit à côté de Malik. « Puis-je te dire quelque chose ?» demanda-t-il doucement. Malik leva les yeux. « Bien sûr, monsieur. » George s'éclaircit la gorge. Quand je te vis t'asseoir tout à l'heure, j'ai eu un jugement. Pas parce que tu avais fait quelque chose, mais parce que c'était injuste. Et je veux que tu saches que je te vois maintenant. Pas comme un enfant, pas comme le fils de quelqu'un, mais comme un jeune homme qui me rappelle la dignité. Malik cligna des yeux une fois, puis répondit. Merci de me le dire. La plupart des gens ne le font pas. George sourit. La prochaine fois, je ferai mieux. C'est une promesse. En retournant à son siège, une atmosphère chaleureuse enveloppa doucement la cabine. Pas d'applaudissements, pas de buzz sur les réseaux sociaux, juste des humains qui réalisent qu'ils ont encore beaucoup à apprendre et que quelqu'un vient de leur apprendre. Près du cockpit, le commandant Reynolds terminait la dernière vérification de la liste avec son nouveau copilote. Sa voix redevint calme, mais son regard avait une concentration différente. Il appela l'hôtesse principale. « Fermons la cabine !» Nous étions prêts à partir. Mais avant de fermer la porte, le directeur général de Mesa Airlines a fait un dernier geste. Il s'est penché vers Linda Perez et a chuchoté. « Vous voulez discuter avec nous après le vol ? Nous lançons un nouveau groupe consultatif de passagers, et votre voix compte vraiment. » Les sourcils de Linda se sont levés. « Vous voulez que je participe ? Vous avez parlé au bon moment, dit-il. Plus que la plupart des gens, acquiesça Linda. Je vais y réfléchir, mais seulement si vous laissez Malik parler en premier. L'homme jeta un coup d'œil à Malik puis sourit. Marché conclu ? Et ce n'était pas le seul changement. Quand David Johnson est arrivé au salon VIP, il a envoyé un mail au conseil d'administration de Mesa, une demande officielle pour revoir tous les protocoles anti-billets de l'équipage et le système de formation, avec une proposition pilote pour une nouvelle initiative centrée sur la façon dont l'équipage identifie, aborde et soutient les passagers sous-représentés. Le nom donné était Protocole Malik. Mais Malik ne le savait pas encore. Il regardait simplement par la fenêtre alors que l'avion décollait de la porte, pensant à ce sentiment étrange d'avoir dû, si jeune, apprendre à des adultes ce qu'est la justice. Denise, la nouvelle hôtesse, est revenue vérifier une dernière fois. « Tout va bien, monsieur Malik ?» Il hocha la tête. « Oui, merci. » Elle s'arrêta puis ajouta doucement. «
Si vous avez besoin de quoi que ce soit d'autre, n'hésitez pas. Malik regarda autour de la cabine première classe, puis la regarda. « Je ne suis pas en colère, dit-il, mais je me souviens de tout. » Le regard de Denise s'adoucit. « C'est pour ça que vous allez provoquer le changement, pas seulement faire du bruit. » Un instant plus tard, l'avion s'éleva dans le ciel, calme et stable, comme le garçon assis en 2A. Et pour la première fois de la journée, Malik ferma les yeux, non pas par défaite, mais par paix intérieure. 3 semaines plus tard, Mesa Airlines organisait une conférence de presse au siège de la compagnie à Dallas, Texas. Un fond élégant, avec une bannière bleu marine et argent, l'emblème de l'entreprise brillait sous la lumière douce du studio, sans jamais détériorer ce qui comptait vraiment. Au centre de la scène se tenait David Johnson, PDG de Johnson Aerotech et conseiller stratégique auprès de la direction de Mesa. Ce jour-là, il ne portait pas de costume, juste une chemise blanche boutonnée, manches retroussées jusqu'au coude, avec une allure calme qui semblait dire « Ce n'est pas pour faire le show, c'est pour changer ». Il se tenait derrière le pupitre, ajusta le micro et commença son discours d'un ton posé, aussi puissant que plusieurs semaines auparavant. « Bonjour à tous, dit-il. » Il poursuivit. « Aujourd'hui, j'ai la fierté d'annoncer le lancement d'une initiative à l'échelle de l'entreprise conçue pour que ce qui est arrivé à mon fils et à tant d'autres dans le silence ne se reproduise plus jamais. » Un léger bruissement parcourut la foule de journalistes, parties prenantes et employés de Mesa présents. David fit une pause, puis continua. « Nous l'appelons le protocole Malik, non pas parce que c'est mon fils, mais parce qu'il nous rappelle, à nous tous, à quoi ressemble la dignité quand elle est mise à l'épreuve, et à quoi ressemble le courage quand il s'exprime doucement mais fermement. » Derrière lui, une diapositive apparut à l'écran. Protocole Malik, cadre pour la dignité à chaque poste. Puis des pointelets. Formation obligatoire sur les biais inconscients pour tout l'équipage et le personnel des portes d'embarquement. Un nouveau comité d'évaluation incluant des passagers communautaires et des représentants des jeunes. Une option de signalement en temps réel des problèmes de discrimination à bord. Et une nouvelle procédure d'embarquement où le personnel des portes refusera le nom d'un mineur non accompagné en première ou classe affaires pour vérification, protection et autonomisation des jeunes. Plus aucun enfant ne sera interrogé. Êtes-vous sûr d'appartenir ici ? Si personne ne répond, oui, absolument, et nous surveillons. David se déplaça sur le côté et un homme plus petit monta au pupitre. 2 personnes. Il était habillé proprement, avec une veste bleu marine et un pantalon gris clair, comme le jour où il avait pris l'avion. Malik Johnson, 11 ans, micro réglé un peu plus bas. Il racla la gorge, ne cligna pas des yeux, juste calme, concentré, et regarda droit devant lui, puis par là. Trop vite, ni trop lentement, il dit « Je m'appelle Malik. Et je veux dire une chose, le respect n'a jamais besoin de titre. Je ne veux pas attirer l'attention. Je ne veux pas devenir célèbre. Je voulais juste m'asseoir, là où je me sentais à ma place, et être traité comme si j'avais ma place là-bas. » Ces paroles semblaient l'innocence incarnée dans une vérité simple. J'avais peur, mais je ne suis pas partie en courant. Je n'ai pas crié. Je viens d'appeler mon père, parce que c'est ce qu'il m'a appris. Quand quelque chose ne va pas, il faut parler clairement et rester droit. Il s'est arrêté. J'espère qu'aucun enfant n'aura à vivre ça. Et si c'est le cas, j'espère qu'il y aura quelqu'un pour l'écouter. Pas un applaudissement dans la salle. Ce n'était pas nécessaire. Ce qui remplissait cet espace, c'était plutôt la conscience claire d'avoir entendu quelque chose de vrai. Après la conférence de presse, des dizaines de médias ont couvert l'affaire. Mais cette fois, il ne s'agissait pas seulement d'un garçon expulsé de son siège. C'est ce qui s'est passé ensuite, le silence devenu structurel. Un système qui ne se contente pas de s'excuser, mais qui s'améliore. D'autres compagnies aériennes ont d'abord contacté Mesa discrètement, puis publiquement, pour collaborer avec le Malik Protocol.
Delta, JetBlue et même certaines compagnies régionales au sein de Mesa. Le temps a changé quasiment du jour au lendemain. Les briefings d'équipage incluaient un nouveau langage et une vérification des droits des passagers. La formation actuelle inclut même la relecture des interactions réelles de Malik, non pas pour faire honte, mais pour servir de modèle d'apprentissage. Et à chaque vol, quelque chose a commencé à se produire. De plus en plus de personnel de bord établissent un contact visuel en accueillant les enfants. De plus en plus d'agents de porte prennent le temps d'expliquer clairement. De nombreux moments silencieux où le système ne déplace plus seulement les gens, mais les voit vraiment. Quant à Catherine Ward, elle n'est jamais revenue chez cette compagnie aérienne. Après son licenciement, elle a envoyé une lettre, non pas au service RH de Mesa, mais directement à Malik, dans laquelle elle écrit « Je ne cherche pas à être pardonnée, mais je veux que vous sachiez qu'en seulement 5 minutes, vous m'avez appris plus que ce que j'ai appris en 18 ans de vol. Je ne peux pas revenir en arrière sur ce que j'ai fait, mais je peux promettre que si je travaille à nouveau avec des gens, je ferai les choses autrement. » Malik l'a lu une fois, puis l'a refermé. Il n'a pas répondu, mais il l'a rangé dans un dossier que son père avait préparé pour lui. Ce n'était pas un album de blessures, mais une chronologie de transformation. La vie était en grande partie revenue à la normale. Malik est retourné à l'école, joue aux échecs après les cours, participe à un camp d'été de programmation, mais il n'est plus cet enfant intelligent, réservé et qui volait souvent. Il est devenu un symbole, pas parce qu'il le voulait, mais parce que le monde avait besoin d'un tel symbole. Et il en était conscient. Il ne l'affichait jamais ouvertement, mais le montrait dans sa manière d'être, un peu plus droit, un peu plus lent à parler, un peu plus rapide à écouter. Un matin, 2 mois après le vol, Malik et son père ont pris un autre vol, Mesa, cette fois d'Atlanta à Denver. Ils ont passé les portes en silence. Pas de presse, pas d'annonce, juste un voyage père-fils. Mais quelque chose était différent. En entrant en première classe, l'hôtesse a regardé Malik et lui a dit sans hésitation « Bienvenue à nouveau, monsieur Johnson. Le siège 2A vous attend. » Malik a souri et répondu « Merci, mais vous pouvez m'appeler Malik. » Ils se sont assis. Pas de show, pas de flash, juste la paix. David a regardé et demandé « Ça va ?» Malik a hoché la tête. « Oui, je n'ai pas besoin d'un grand siège. J'ai juste besoin d'un siège équitable. » David a souri. C'est ça, il y a l'étage. Et quand l'avion a décollé, les emmenant vers l'avant, quelque chose d'autre avançait aussi. Une nouvelle norme dans le ciel. Merci de nous avoir suivis. Merci de nous avoir suivis. Si cette histoire vous a touché, partagez-la. Pas seulement pour sensibiliser, mais pour rappeler que la dignité silencieuse peut tout changer. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner. Jusqu'à la prochaine fois, restez toujours gentil, juste et ne sous-estimez jamais le pouvoir de défendre vos convictions avec élégance.